Incompétence de la classe politique, gouvernement des juges, démocratie prise en otage, ingérence étrangère, mauvaise gestion des finances publiques, les Français ne manquent sans doute pas de raisons, et de bonnes raisons, de remettre en cause la légitimité de l'action d'une classe dirigeante qui croule aujourd'hui sous une avalanche de crises dont elle est en grande partie responsable. Mais ce qui ne pourrait être qu'une vague de mécontentement passagère, comme on en voit fréquemment dans la vie politique sous toutes les formes de régime, est en réalité une lame de fond dont nous avons vu émerger l'écume d'année en année, de crise en crise et de scandale en scandale depuis au moins une vingtaine d'années, jusqu'à former aujourd'hui une vague populaire menaçante qui fournira bientôt l'occasion d'une formidable circulation des élites et provoquera enfin une rupture profonde dans notre mode de gouvernance actuel. Cette rupture est désormais inéluctable. Ce n'est pas une question de savoir si elle arrivera, c'est plutôt une question de savoir quand elle arrivera. Il reste aussi à savoir quelle direction elle prendra. Dans tous les cas, elle ne prendra sans doute pas une forme démocratique, en tout cas pas au sens où nous l'entendons aujourd'hui, mais davantage une forme autoritaire incarnée par des hommes forts qui seront plébiscités par une population lassée de la postmodernité et de ses impasses idéologiques. Feu le président John Kennedy disait que ce qui rend les solutions pacifiques impossibles rend les solutions violentes inévitables. Le blabla réformiste des politiciens professionnels, que l'on entend encore aujourd'hui, est dépassé depuis bien longtemps, et il sera de plus en plus inopérant à mesure que le régime actuel cherchera à défendre son œuvre de destruction de façon autoritaire et fanatique. Il est bien sûr impossible de déterminer à l'avance quelle sera la direction politique de ce changement, mais nous pouvons déjà percevoir la forme qu'elle devra nécessairement prendre sur le plan institutionnel, c'est-à-dire une forme augustéenne, une forme impériale au sens premier, au sens strict du terme, une forme donc autoritaire, mais qui maintiendra certaines apparences institutionnelles auxquelles se sont habitués les Français et les Européens depuis maintenant plusieurs décennies, une forme qui sera accompagnée nécessairement d'une formule politique restauratrice, c'est-à-dire d'une formule politique qui sera à la fois conservatrice dans la mesure où elle affirmera vouloir sauver la patrie, la République et l'Europe, qui sont les grands projets revendiqués aujourd'hui par nos élites, en tout cas pour ce qui est de la République et de l'Europe, mais une formule politique qui sera aussi révolutionnaire au sens littéral du terme, pas au sens idéologique, révolutionnaire dans la mesure où elle cherchera à restaurer un ordre moral inspiré de la tradition religieuse chrétienne, tout en purgeant l'ordre constitutionnel actuel de toute trace de libéralisme. Ce qui, évidemment, du point de vue de l'élite politique actuelle, est une forme de révolution, alors que pour nous, c'est évidemment une contre-révolution. En tout cas, on aura beau étaler la longue liste des responsabilités criminelles de notre classe dirigeante, la vérité à laquelle nul ne peut échapper, c'est que notre démocratie parlementaire est déjà arrivée en réalité, à un point de saturation, et qu'elle est désormais absolument irréformable. Par conséquent, un changement de paradigme radical est nécessaire, et pour le dire très clairement, encore une fois, il est absolument inévitable. Pour la première fois peut-être depuis un siècle, ce constat, qui est un constat assez dangereux, idéologiquement parlant, ce constat est partagé désormais par des millions de citoyens ordinaires qui vivent mal, de plus en plus mal, l'humiliation quotidienne de leur pays et de leur civilisation, et qui regardent avec envie, et parfois avec crainte, mais surtout avec envie, les grands blocs civilisationnels américains, un petit peu moins aujourd'hui, mais en tout cas, les grands blocs émergents, notamment russes et chinois, ces grands blocs, ces grandes civilisations émergentes où l'on est encore capable justement de produire de véritables hommes d'État et de se grouper autour de valeurs communes. Ce sentiment n'est plus seulement l'apanage de quelques militants radicaux, ni même de la nouvelle opinion publique, c'est un sentiment qui monte également au sein de l'élite non gouvernementale, cette élite qui observe attentivement les prémices de l'effondrement du régime actuel, puisqu'elle en cherche évidemment, elle cherchera à en récupérer les places. Et si vous y prêtez bien attention, ce changement se fait déjà sentir au sein même de notre classe politique. Je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises,
la radicalisation idéologique de notre régime actuellement est un symptôme justement de ce bouleversement qui est en train de se mettre en place. Il y a à peu près un an, justement, Mediapart rapportait les confidences de proches collaborateurs de l'Élysée qui expliquaient avec effroi qu'il n'y avait plus de narratif, plus de sens, plus aucune direction claire au sein même du gouvernement, plus rien sauf les gesticulations d'un président de plus en plus agité, versatile et isolé. Ce constat est désormais partagé par une majorité de Français, Français qui sont sortis, bon gré mal gré, de la léthargie individualiste postmoderne, dans laquelle ils sont engoncés finalement depuis les 30 Glorieuses, ainsi que depuis l'extension des 30 Glorieuses qu'ont été les années 80, 90, 2000. Ils ont été sortis de cette léthargie par principalement l'inflation, le déclassement, le wokisme, l'immigration de masse, l'insécurité, et enfin, tout dernièrement, la peur d'être envoyé en Ukraine pour y mourir, pour les valeurs démocratiques de l'Union européenne, valeurs qu'ils plébiscitaient hier encore, mais pour lesquelles, manifestement, ils ne sont pas beaucoup à être prêts à se sacrifier. Le raidissement autoritaire, policier, idéologique qu'on observe dans certaines démocraties parlementaires européennes, notamment en France ou encore en Allemagne, et ailleurs bien sûr, est tout à fait symptomatique de ce retour à l'histoire réelle dont nous avions parlé il y a environ 2 ans de cela. Au milieu de l'empilement des crises, et notamment des crises idéologiques, des crises identitaires, nous observons une réaction paniquée de la part de nos régimes. Le régime macroniste devient de plus en plus illibéral, de plus en plus autoritaire, non pas en vue de protéger les intérêts vitaux de la nation face aux menaces extérieures, ni pour faire face aux défis de l'avenir, mais pour se protéger lui-même des poussées religieuses, souverainistes et identitaires à l'intérieur même du pays. Et ces poussées populaires, hier encore méprisées par la classe intellectuelle comme de simples manifestations réactionnaires résiduelles, eh bien, prennent aujourd'hui des formes tout d'abord massives grâce au travail des réseaux sociaux et aussi des médias alternatifs, des médias dits de réinformation, des médias dissidents, et ces manifestations réactionnaires sont aujourd'hui considérées en réalité comme des menaces révolutionnaires ou factieuses aux yeux du régime. Et ceci explique les injonctions de plus en plus contradictoires d'une classe politique qui prétend vouloir réarmer une nation ou une Europe qu'elle s'est évertuée à désarmer méthodiquement à tous les niveaux depuis des décennies. Désarmement vraiment à tous les niveaux, au niveau de la morale publique, au niveau de la cohésion sociale, au niveau de l'économie, de l'indépendance énergétique, de la démographie, etc., etc. Et alors qu'il devrait être justement l'héritier du grand mouvement progressiste de ces 2 derniers siècles, eh bien le régime actuel est contraint, par la force des choses, à se placer de plus en plus dans une position fondamentalement réactionnaire. Comme je le dis depuis quelques années, et je n'ai évidemment pas été le seul et encore moins le premier à le dire, les mythes fondateurs de la postmodernité sont en train de s'effondrer les uns après les autres. Le régime le comprend parfaitement, et c'est pour ça qu'il panique de plus en plus. Ces mythes ne s'effondrent pas seulement à cause de facteurs purement exogènes, ils s'effondrent aussi, et je dirais même ils s'effondrent surtout, sur leur propre base, sur leur propre fondation. Par définition, l'idéologie postmoderne est incapable de conserver, de transmettre, et donc de projeter la société dont elle a la charge vers un futur cohérent, galvanisant, enthousiasmant, un futur justement vers lequel la société veut aller. En effet, en matière idéologique, la postmodernité, qui n'est finalement que l'aboutissement politique, social et culturel de plusieurs siècles de révolution anthropologique, la postmodernité est absolument incapable de se fonder sur autre chose que sur ses propres référentiels. La philosophie fondamentale de la postmodernité, c'est le rejet des traditions de toutes sortes, notamment des traditions religieuses, en particulier chrétiennes, et c'est le rejet de l'ordre moral naturel. Il est connu, on dit souvent que la révolution mange ses propres enfants, mais il arrive aussi que ce soit les enfants de la Révolution qui mangent leurs propres parents. Et ainsi, la contre-culture postmoderne, libérale et libertaire,
est né dans les années 50-60, justement en rejetant les reliquats de rigueur patriarcale et de discipline morale qui s'étaient maintenus, malgré tout, au sein même des élites bourgeoises révolutionnaires de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Alors que les révolutionnaires du XIXe et même déjà du XVIIIe siècle se revendiquaient de l'héritage de Brutus et de Spartacus, eh bien leurs héritiers postmodernes ne sont plus du tout capables de se référer à autre chose qu'à la mythologie immédiate de l'après-guerre. Il n'y a plus d'horizon au-delà de 1945. Et donc cette mythologie à laquelle se réfèrent nos élites actuelles, ce sont des figures tutélaires ou des mythes tels que Robert Schuman, Simone Weil, Robert Badinter, les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, le féminisme, le néolibéralisme, la libération sexuelle, et on l'a vu tout dernièrement, le droit à l'avortement qui aujourd'hui est érigé en droit suprême, en droit suprême de l'humanité. Et donc, condamné à rester enfermé dans la boucle idéologique de la postmodernité, le régime se trouve désormais dans l'incapacité de faire preuve d'une attitude proactive et surtout d'une attitude créatrice. Le régime, en fait, est impuissant à susciter le moindre sentiment d'union vers un futur collectif qui est devenu impossible à imaginer hors du cadre de l'hyper-réalité ambiante dans laquelle nous vivons aujourd'hui. En somme, le progressisme libéral-libertaire est enfermé dans sa propre folie. Il croit se renforcer en poursuivant de façon fanatique la subversion sociétale, alors qu'en fait il ne fait qu'accélérer sa chute. Il croit contribuer à l'avancement de l'humanité, alors que, en réalité, il ne fait que contribuer à sa régression vers la barbarie la plus abjecte. Cette régression anthropologique, comme vous le savez, a été prédite et dénoncée par l'Église, ainsi que par quelques auteurs d'avant-garde, avant même qu'elle ne prenne forme politiquement à la fin des années 40 et au début des années 50. Pendant longtemps, une grande partie des peuples occidentaux, ayant abandonné les vertus de la morale chrétienne, n'ont pas prêté attention à ces avertissements. Et ceci a été particulièrement vrai pendant la longue période des Trente Glorieuses, ainsi que durant son extension que furent les années 80, 90, 2000, période qui a été marquée par un optimisme matérialiste et individualiste qui a été rendu possible par le dynamisme économique et par la domination idéologique de ce qu'on appelait alors le monde libre, face au bloc soviétique notamment. Mais aujourd'hui, l'heure de faire le bilan de la postmodernité est arrivée, et les peuples ne peuvent que constater, dans la confusion bien sûr, l'étendue des dégâts dont ils ne parviennent pas, justement parce qu'ils sont confus, ils ne parviennent plus vraiment à identifier les causes qui les ont amenés à cette situation. Ce qui les amène souvent justement à tomber dans les solutions ou à être séduits par les discours populistes classiques, qu'ils soient souverainistes ou identitaires. Et donc, en ces temps de crise généralisée, les ravages de la postmodernité se manifestent plus particulièrement aux yeux du grand public sur le plan social et économique. Récemment, l'universitaire américain Robert Putnam, dans son livre The Upswing, a démontré avec de nombreuses statistiques à l'appui comment la montée en puissance politique et économique des États-Unis entre les années 1910 et les années 1970-80 avait été accompagnée par une forte réduction de l'individualisme et des inégalités sociales. Putnam montre que la montée du sentiment communautaire, social, religieux et civique aux États-Unis pendant cette période-là avait précisément rendu possible l'émergence de la puissance impériale américaine telle que nous la connaissons aujourd'hui encore. Putnam observe que ce sentiment de cohésion civique extraordinaire a culminé dans les années 60-70 avant de chuter soudainement pour revenir à des niveaux inférieurs à la situation de l'Amérique des années 1880, c'est-à-dire à une époque où régnait justement un capitalisme sauvage, individualiste, brutal, une époque où les inégalités socio-économiques étaient très importantes. Et donc les travaux de Putnam montrent indirectement que l'idéologie postmoderne qui reposait et qui repose toujours essentiellement sur des promesses
d'émancipation de l'individu sur le plan personnel, social et économique, n'a pas conduit la société occidentale vers le progrès souhaité, vers le progrès annoncé, mais au contraire l'a conduit vers la régression et vers la perte de toute cohérence civique, bloquant ainsi le processus civilisationnel et du même coup figeant le processus postmoderne lui-même dans une boucle sans fin. C'est ce que j'appelle l'impasse du postmodernisme. Et les conclusions des travaux de Putnam peuvent certainement être appliquées à l'Europe occidentale. L'universitaire belge David Engels, dans son célèbre livre Le Déclin, qui est sorti, je crois, il y a 6 ou 7 ans, avait déjà décrit un phénomène similaire au sein des pays membres de l'Union européenne. Il observait lui aussi que la perte de sens civique, la perte d'esprit communautaire, la perte de sécurité économique, de conscience politique, de cohésion sociale, induite justement par l'idéologie postmoderne, eh bien, ne pouvait que conduire à une profonde rupture institutionnelle et donc à la mort des démocraties libérales, parlementaires et universalistes telles qu'elles existent aujourd'hui encore en Europe. Plus encore que la radicalisation du régime, la célébration malsaine de l'idéologie de mort qu'est le droit à l'avortement est probablement le signe le plus certain que le pouvoir politique actuel vit ces derniers instants. Le président Macron ne pouvait pas offrir au régime une épitaphe plus symbolique que l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution, qu'il a fait célébrer officiellement par une ancienne actrice pornographique, qui a été d'ailleurs une incarnation postmoderne très à propos de la Marianne, la prostituée sacrée de la Révolution, exécutant une Marseillaise inclusive et dissonante qui ne respecte d'ailleurs même plus la tradition républicaine. Mais pour véritablement tirer parti de la mort programmée du régime, encore faut-il être capable de nous extirper nous-mêmes des turpitudes de la postmodernité. Turpitudes auxquelles nous sommes malheureusement tous sujets. Nous ne sommes que des hommes après tout. Et pour cela, il est nécessaire de nous affranchir de ce que j'appelle la maladie ontologique avec un H, je parle ici du concept d'ontologie de Jacques Derrida, cette maladie ontologique de l'homme postmoderne, c'est-à-dire notre tendance à nous réfugier ou bien dans un mysticisme désordonné, ou bien dans un matérialisme mondain, ou bien dans l'obsession identitaire, et parfois dans le pastiche ou dans le simulacre identitaire, ou encore dans une espèce de rétrofuturisme pathologique, toutes sortes de réactions qui sont en réalité de piètres échappatoires individualistes au devoir collectif, au devoir civique et moral qui est le nôtre. Puisqu'en effet, la postmodernité a beau être en fin de vie, eh bien, elle n'en demeure pas moins le système politique et culturel le plus subtil, ou disons peut-être le plus complexe de l'histoire moderne de l'humanité. Et cette complexité systémique, ainsi que les difficultés de la dissidence, de ce qu'on appelle la dissidence, à la percée à jour, constituent sans doute la dernière défense du léviathan libéral-libertaire occidental. Par exemple, ceux qui réfléchissent encore systématiquement en termes de droite et de gauche ont, à mon avis, plusieurs décennies de retard sur notre actualité politique et surtout sur les exigences immédiates de notre futur. Et ceci vaut aussi bien pour une personnalité comme Éric Zemmour, qui s'est beaucoup engagé justement en faveur de ce concept d'union des droites, que pour l'ensemble de la gauche radicale qui est encore plus rétrograde ou plutôt encore plus obstinée en matière de polarisation politicienne. En réalité, toutes ces catégories-là sont des contingences nuisibles et n'ont plus vraiment de sens aujourd'hui, si tant est qu'elles n'ont jamais eu un sens un jour. L'extrême-centrisme macronien, qui est, comme je l'ai souvent dit, à la fois néolibéral et ultralibertaire, à la fois anarchique et tyrannique, cet extrême-centrisme a et continue en fait de représenter un défi politique assez considérable justement en raison de la subtilité de son positionnement. Car il faut comprendre que le macronisme, c'est une sorte d'inversion totale de ce qu'a été le gaullisme. Le macronisme, c'est en fait la subversion terminale, quoique prévisible, des meilleurs atouts de la Ve République.
Et cette stratégie a permis évidemment à Macron et surtout à ses commanditaires de faire sauter les digues partisanes qui avaient conditionné le jeu politique de la Ve République depuis la mort du général de Gaulle, avec notamment l'instauration de ce qu'on appelait il y a encore quelques années le système UMPS. Eh bien, depuis que le général de Gaulle a quitté le pouvoir en 1969, eh bien, la Ve République, finalement, a lentement sombré dans le parlementarisme le plus sale et le plus chaotique, qui avait justement caractérisé la Troisième et la Quatrième République. Et au final, la monarchie présidentielle, qui devait être le remède à ces dérives du parlementarisme, eh bien, elle a été récupérée et exploitée par les successeurs du général, qui ont profité justement des trop grandes largesses que ce dernier avait laissées aux élites parasitaires qui pullulaient encore à tous les niveaux de la République. Et donc ce cycle pervers ne s'arrêtera pas avant que la France et que l'Europe ne trouvent leur homme fort et ne rejoignent les voies de la justice, les voies du progrès et de la civilisation. Voies dont, justement, l'Europe et la France se sont détournées depuis qu'elles ont abandonné Jésus-Christ, qui est le roi de l'histoire. Ma thèse principale aujourd'hui, c'est de dire que le XXIe siècle sera le siècle des hommes forts, le siècle des nations-empires, donc des nations impériales, et ce que j'appellerais les démocraties autoritaires. Le XXIe siècle multipolaire sera effectivement celui des nations-empires, des nations capables en fait de défendre un véritable projet civilisationnel, orienté vers le progrès social et économique, s'organisant autour d'une culture, d'une identité et d'un socle religieux commun, tout en étant capable justement d'assumer et d'absorber définitivement des éléments originellement exogènes, mais néanmoins hérités de leur propre histoire. C'est une chose que, malheureusement, en France, nous avons beaucoup de mal à faire, alors même que la France est l'un des rares pays en Europe qui a une dimension impériale naturelle, que nous avons plus ou moins assumée au cours de notre histoire, mais justement que nous n'assumons plus, et surtout dans les milieux nationaux, dans les milieux identitaires, réactionnaires ou autres. C'est peut-être le grand paradoxe, l'un des grands paradoxes de ce que j'appelle l'amnésie identitaire, c'est cette incapacité justement à assumer la nature impériale de la France, qui est en fait l'une des conditions de l'unité, de la possibilité de refaire l'unité de l'Europe chrétienne. En tout cas, dans notre situation actuelle, dans l'ordre actuel des choses sur la scène internationale, eh bien, le chemin de la nation-empire, c'est le chemin qui a été emprunté, déjà depuis un certain temps, par d'autres nations, hors de l'Europe, en tout cas hors de l'Europe occidentale, telles que la Russie de Vladimir Poutine et la Chine de Xi Jinping. Les États-Unis, évidemment, sont dans une configuration similaire, mais un peu différente toutefois, puisque les États-Unis, s'ils veulent vraiment maintenir leur position impériale, ce qui n'est pas encore garanti à ce stade, devront, à mon avis, également adopter tôt ou tard la voie césariste, on va dire ça comme ça. Et Donald Trump est probablement le prélude de cette dynamique, à défaut d'avoir ce qu'il faut pour en être l'incarnation, puisque Donald Trump reste aujourd'hui un simple leader populiste, ce n'est pas quelqu'un qui est capable, et il l'a prouvé effectivement par le passé, ce n'est pas quelqu'un qui est capable de franchir le Rubicon. Mais dans tous les cas, il est très probable que Donald Trump soit un personnage qui prépare la voie, qui prépare cette voie-là, cette voie césariste, à d'éventuels successeurs. Le cas chinois est sans doute pour moi le plus intéressant, puisque, à bien des égards, le système institutionnel qui est actuellement en place en Chine ressemble beaucoup, plus qu'on ne pourrait le croire, à ce qu'aurait pu devenir et ce qu'aurait dû peut-être devenir la monarchie républicaine telle qu'elle a été imaginée par des personnages comme le colonel de Larocque ou le général de Gaulle, et qui s'est matérialisée de façon très imparfaite à mon avis. Alors tout d'abord dans une ébauche qui a été finalement la République de Vichy, et puis ensuite dans la Ve République. Mais ça c'est une relation historique qu'il faudrait évoquer dans une autre émission. Pour revenir à la Chine, depuis la révolution maoïste,
eh bien, ce pays a maintenu les apparences officielles d'un régime communiste. Mais dans la réalité, pour quelqu'un qui a étudié la Chine contemporaine, depuis la mort de Mao et depuis la prise du pouvoir par le clan de ce qu'on appelait les réactionnaires, donc le clan de Deng Xiaoping, eh bien la Chine est devenue en fait une sorte de république impériale, sociale, nationale et corporatiste. Et ce qui frappe vraiment ici, c'est la stabilité et la continuité du régime politique chinois tel qu'il a été institué, non pas par Mao, mais surtout par Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, c'est le véritable fondateur de la Chine actuelle. Ça, c'est une chose importante à comprendre. Le Parti communiste chinois, le Comité central, le Congrès national, l'Assemblée nationale populaire sont des organes qui fonctionnent comme un système corporatiste complexe où coexistent des factions diverses. Donc, il y a, on va dire, officieusement un parti unique, mais en fait, il y a évidemment des disparités de vues, il y a des partis au sein du parti, évidemment, comme dans tout système. Mais dans cette diversité assez particulière à la Chine moderne, eh bien, les questions essentielles restent tranchées, évidemment, par le président de la République populaire de Chine. Et donc cette forme de démocratie nationale et autoritaire, qui est centralisée au niveau de l'exécutif, mais qui est également passablement décentralisée, puisque la Chine reste une nation impériale, eh bien cette forme de démocratie particulière existe également en Russie, mais sous des apparences que je qualifierais de plus proches de nos démocraties parlementaires occidentales. La différence ici, c'est que on pourrait se poser la question, effectivement, de la capacité de Vladimir Poutine à assurer sa succession. Chose que les Chinois ont très bien réussi à faire depuis Deng Xiaoping, en transmettant le pouvoir à ses différents successeurs de façon relativement fluide, on va dire. La question se pose néanmoins pour Vladimir Poutine. Quoi qu'il en soit, il ne s'agit pas ici de faire l'éloge de la Chine ou de la Russie, et encore moins des fondations idéologiques de leurs régimes actuels, mais il est question de simplement constater objectivement que leur stabilité politique et économique est manifestement garantie par la forme autoritaire de leur régime et par la formule nationaliste, sociale, impériale, multiculturelle, et surtout morale et transcendantale. C'est-à-dire une formule qui se caractérise par tout ce qui fait défaut, finalement, aux régimes occidentaux actuels, mais aussi qui fait défaut aux oppositions populistes que nous avons en Europe et en Occident. Oppositions qui, à mon avis, sont, d'une certaine façon, bien trop souvent rétrogrades, parce qu'elles sont encore trop engoncées dans des poncifs idéologiques qui sont ceux du populisme révolutionnaire, qui, à mon avis, peut fonctionner effectivement sur le plan on va dire, sur un plan purement électoraliste ou politicien, mais qui ne fait certainement pas, qui est beaucoup trop léger, si vous voulez, pour vraiment conduire une entreprise de restauration telle que celle dont nous avons besoin. Or, on observe justement que les hommes forts de ce début du XXIe siècle, qu'il s'agisse de Vladimir Poutine, de Xi Jinping, ou de Nayib Bukele, qui est cher à notre cœur, eh bien, ces hommes forts n'hésitent pas à utiliser des arguments moraux et religieux dans leurs éléments de langage. Ces arguments galvanisent leur population, elles suscitent l'adhésion au sein de leur population. Et ces arguments impressionnent les peuples d'Occident qui, aujourd'hui, sont de plus en plus nombreux, effectivement, à observer avec dégoût, avec amertume, la décadence sociétale induite par le gauchisme et par le libéralisme de leurs élites, sans toujours comprendre exactement l'origine de ce mal. Et cette décadence se manifeste non seulement sur le plan anthropologique, mais aussi elle se manifeste de façon assez logique sur le plan politique, social et économique, comme nous l'avons indiqué précédemment. L'apostasie spirituelle et politique de l'Occident au cours de ces 60 dernières années s'est déroulée dans une espèce de long moment d'euphorie qui a perduré pendant toutes les 30 ou plutôt les 60 glorieuses, donc on va dire
de l'immédiat après-guerre, des années 50 jusqu'au tout début des années 2000, période justement durant laquelle on s'est mis à croire très sérieusement à la fin de l'histoire, à la victoire définitive du néolibéralisme, du matérialisme hédoniste, de la démocratie parlementaire sur les derniers vestiges de l'obscurantisme religieux et du totalitarisme. C'est la fameuse thèse de Francis Fukuyama. Alors que pendant ce temps, la Russie et la Chine, entre autres, retrouvaient leur destinée impériale, tout en profitant, notamment pour ce qui est de la Chine, de la débâcle industrielle et géopolitique de l'Europe. Donc leur peuple retrouvait une fierté fondée de façon de plus en plus explicite sur un traditionnalisme sociétal officiellement soutenu par l'État, et c'est le cas en Chine notamment. C'est une chose que ne comprennent pas certains libertariens ou libertarés qui croient encore sérieusement que la Chine est un pays communiste. Encore une fois, ce n'est pas pour faire l'éloge de la Chine évidemment, mais il faut bien comprendre que la Chine n'est pas un pays communiste. Depuis Deng Xiaoping, la Chine est un pays social, national, quelque chose comme ça, mais certainement pas communiste. Et aujourd'hui, les élites, et déjà depuis les années 80-90, si vous lisez effectivement les têtes pensantes de l'élite intellectuelle chinoise, ce sont des gens qui, au contraire, ont beaucoup étudié justement, ou se sont beaucoup inspirés du conservatisme, des grandes références du conservatisme occidental, et notamment des grands auteurs de la révolution conservatrice. Ça, c'est une chose assez intéressante à observer. Quoi qu'il en soit, voilà, les peuples en Russie et en Chine, même si évidemment tout n'est pas parfait, loin de là, on sait très bien que la Russie notamment a longtemps été caractérisée, même pendant les 20 dernières années, a été caractérisée par des taux d'athéisme, d'alcoolisme, de violence conjugale et d'avortement extrêmement élevés. La situation tend aujourd'hui à s'inverser. Effectivement, ça a pris du temps à Vladimir Poutine finalement d'infuser effectivement une politique de restauration anthropologique, mais voilà, les résultats commencent à apparaître aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, pendant que la Russie et la Chine, effectivement, retrouvent leur destinée impériale, et bien pendant ce temps-là, les peuples d'Occident subissent l'invasion migratoire, célèbrent l'introduction du mariage homosexuel, et voilà, persistent néanmoins, ou en tout cas végètent effectivement, dans l'hyper-réalité postmoderne et dans toutes ses turpitudes. Et c'est pourquoi, je l'ai déjà dit dans des précédentes émissions et dans de précédents textes, c'est pourquoi nos camarades souverainistes et identitaires ont tout à fait tort, et l'actualité et le futur le prouvera plus encore, ont tout à fait tort de s'obstiner à mépriser les voies de la justice et de la morale chrétienne, voies qu'ils considèrent comme étant incompatibles avec le réalisme politique ou avec les aspirations fantasmées ou supposées du peuple. La vérité, c'est que la plupart des mouvements conservateurs ou dissidents occidentaux ne sont toujours pas guéris du virus libéral. Le rejet de la morale chrétienne, justifié chez eux par un prétendu réalisme politique, ne sert qu'à dissimuler une incapacité à accepter cette métaphysique chrétienne dont parlait notre maître, l'amiral Offand, cette métaphysique qui rend possible l'émergence d'une grande civilisation, et mieux encore, d'une civilisation qui se place dans les voies de Dieu et dans les voies du progrès social. Et donc, dans la configuration internationale du XXIe siècle, dans ce monde multipolaire qui s'ouvre à nous, la montée en puissance de la Chine et de la Russie s'inscrit dans une dynamique qui est parfaitement cohérente, parfaitement logique finalement. Puisqu'en effet, la Chine et la Russie, comme nous l'avons dit, sont par nature des nations à caractère impérial et aussi à caractère multiculturel. Leur longue histoire impériale, ainsi que la douloureuse transition révolutionnaire qui a suivi, cette histoire tout à fait particulière semble avoir cimenté leur peuple et leurs élites dans une conscience, dans une cohérence sociale et nationale qui a été en fait largement préservée de l'idéologie libérale d'Occident et de ses mythes démocratiques absurdes et hypocrites. Donc effectivement, la Russie et la Chine ont subi
plusieurs décennies effectivement de révolution bolchevique puis maoïste, mais dans le même temps, finalement, l'un dans l'autre, leur chance en quelque sorte, si on veut dire ça comme ça, c'est qu'ils ont été préservés effectivement d'une révolution peut-être encore plus insidieuse, qui était la révolution du libéralisme postmoderne qui a frappé l'Occident et qui nous rend si faibles aujourd'hui. Donc ils ont échappé à ce sort, et c'est un aspect qui est évidemment, pour l'instant, à leur bénéfice. Notre chance à nous, c'est que la postmodernité libérale-libertaire est également incapable de produire de véritables hommes d'État, de véritables hommes forts pour son propre profit. Ou en tout cas, elle a de plus en plus de mal à en susciter, à en générer, à en produire. Le siècle des révolutions, le siècle où émergent les démocraties libérales, c'est-à-dire le 19e et le début du 20e siècle, c'était encore une époque où on était encore capable de produire des personnages historiques. Même s'ils étaient souvent nuisibles et détestables, il y avait encore des hommes politiques, des personnages historiques, des personnages, comme on dit, dont on a gardé mémoire odieuse bien souvent, mémoire détestable, mais mémoire tout de même. Au contraire, la postmodernité ne sait plus produire que de simples ectoplasmes, de simples acteurs, des techniciens sans imagination. Et malgré ces prétentions récentes, ces prétentions guerrières, Emmanuel Macron n'est pas un homme fort. Emmanuel Macron, c'est un acteur très intelligent, très talentueux, c'est un individu capable de donner l'impression du dynamisme et de la compétence, mais ce charme, qui n'est qu'un charme, donc une tromperie d'une certaine manière, ce charme n'a fonctionné finalement que pendant une période assez courte. Aujourd'hui, le régime macronien donne à chacun l'impression de l'amateurisme, de l'incompétence, de la trahison, du mensonge, et du mensonge le plus mesquin, le plus risible. Et pire encore, ce régime inspire le mépris. Il suscite les moqueries. Et comme disait Rivarol, lorsque les peuples cessent d'estimer, ils cessent d'obéir. Mais ce n'est pas seulement les peuples, puisque Macron est ridiculisé à l'étranger, de plus en plus, on l'a vu récemment, à cause par exemple de la sexualité douteuse de sa femme Brigitte, et il est désavoué en Europe et en Occident en général par ses partenaires à cause de sa prétention délirante à vouloir menacer la puissance russe d'une guerre que la France, désarmée moralement et militairement depuis une vingtaine d'années, malgré ce que prétend Macron auprès de son électorat, ou en tout cas des gens qui l'écoutent encore sérieusement, une guerre que la France serait, à l'heure actuelle, incapable d'assumer et encore moins de remporter, vu la situation de notre armée et de notre élite politique. Et c'est une situation malheureusement qui dure vraiment depuis une vingtaine d'années, mais qui dure en réalité depuis que nous avons, encore une fois, renoncé à notre dimension impériale, c'est-à-dire lorsque nous avons renoncé à l'Empire. Pire encore, le régime n'est même plus capable de séduire sa base électorale originelle, celle sur laquelle il a construit effectivement son pouvoir actuel, c'est-à-dire l'électorat parasitaire, l'électorat des boomers rentiers, de la jeunesse libertaire des centres-villes cosmopolites, l'électorat de la multiculturalité indésirable. Alors bien sûr, on se souvient qu'en 2022, plusieurs éléments avaient permis au régime de se sauver in extremis, notamment des éléments tels que, tout d'abord bien sûr, le réflexe barragiste qui subsiste encore, l'abstentionnisme de masse surtout, et malheureusement aussi la médiocrité notoire de l'opposition politique, puisque il est quand même difficile de croire qu'un candidat national, ou supposait-elle, puisse perdre en 2022, alors que justement le régime était quand même extrêmement affaibli idéologiquement et politiquement. Quoi qu'il en soit, il est probable que les prochaines élections européennes, qui vont se jouer d'ici peu, se solderont par un échec retentissant pour le régime, qui sera la sanction très symbolique du désaveu de l'action gouvernementale. Là encore, on pourrait croire naïvement à un simple cas d'impopularité passagère, comme on en voit souvent dans toutes les formes de régime. Mais toute personne avec un minimum de bon sens peut voir que le mal est bien plus profond. Le peuple français, et l'Europe d'une manière générale, ont besoin
un besoin vital d'un changement radical de gouvernance. La France et l'Europe ont besoin de retrouver le chemin de la civilisation, de retrouver un cadre social et institutionnel où il sera possible d'imaginer et de préparer le futur conformément à la volonté de Dieu et pour le bien de l'humanité. Et pour cela, il est absolument nécessaire de rompre avec l'impasse du postmodernisme, et cette rupture ne peut se faire, à mon avis, que par l'émergence d'une sorte de nouveau César, d'un nouvel Auguste, ou mieux encore, bien mieux encore, d'un nouveau Théodose ou d'un nouveau Charlemagne. Nous avons dit tout à l'heure que le régime est fondamentalement incapable de produire de véritables hommes forts, en tout cas à l'heure actuelle. Cette impuissance est aujourd'hui plus vraie que jamais et elle est certainement liée à la culture antinaturelle, hostile à la procréation, hostile à la tradition, à la transmission, à la continuité qui caractérise nos élites, mais qui caractérise aussi nos lois, on l'a vu récemment avec l'introduction de l'IVG dans la Constitution, et qui caractérise aussi nos institutions telles qu'elles existent aujourd'hui, notamment la nature extrêmement brève finalement des gouvernements et des présidents eux-mêmes, ce qui empêche effectivement, par définition, de toute continuité, toute stabilité dans l'action politique. Il y a encore quelques années, il n'y a pas si longtemps, la Ve République post-gaulienne était encore capable de tirer de la haute fonction publique ou des partis politiques quelques figures capables d'incarner, du moins en apparence, la monarchie présidentielle et le projet social. Mais aujourd'hui, le régime ne trouve personne pour remplacer le président actuel, comme si finalement le simulacre macroniste avait été si bien exécuté qu'on ne pourrait plus le réitérer, un petit peu comme si cette énième imposture avait épuisé les dernières forces du régime. Si bien qu'on a d'ailleurs du mal à imaginer quel candidat les élites actuelles pourraient choisir pour l'échéance cruciale de 2027. On a beaucoup de mal à imaginer la candidature d'un Attal ou d'un Bruno Le Maire ou même d'un Édouard Philippe qui, il y a encore quelques années, était très populaire mais qui aujourd'hui a énormément perdu de sa superbe. Mais toutes ces questions de petite politique électorale tendent à devenir de moins en moins importantes. La vraie question, c'est désormais de savoir qui sera le nouvel Auguste qui va émerger dans les années à venir. Il me paraît assez difficile de le rechercher parmi les actuelles têtes d'affiche de l'opposition nationale en France, qui me semble assez loin de prendre la mesure de l'épreuve, et qui me semble surtout, pour beaucoup d'entre elles, tout à fait indigne d'incarner ce nécessaire renouveau social et politique, qui devra à la fois s'appuyer sur la tradition religieuse chrétienne, tout en dirigeant à nouveau l'Europe sur les voies du véritable progrès humain, social et économique. Et malheureusement, lorsque l'on voit la composition, dirons-nous, anthropologique d'une partie de l'opposition nationale, on peut douter effectivement de la qualité, de la capacité de ses membres effectivement à se placer dans cette direction. Mais peut-être qu'il y a des dynamiques que nous ignorons à ce stade. En tout cas, quelles que soient les modalités d'un changement de régime, les hommes forts émergent généralement de l'élite non gouvernementale. Qu'il s'agisse de la haute fonction publique, qu'il s'agisse de l'armée, ça a été très longtemps le cas dans l'histoire européenne, on l'a vu encore récemment finalement avec le général de Gaulle ou avec le maréchal Pétain, où ces hommes forts émergent également, notamment dans notre époque, émergent également de la haute administration du secteur privé. Ce sont donc des hommes qui se trouvent à la base originellement à l'extérieur du pouvoir politique, mais qui disposent de moyens d'influence autonomes, que ce soit au sein de l'administration, de l'appareil militaire ou dans l'ordre économique. Et étant donné le caractère, on va dire, très financialisé, très matérialiste, très technologique de notre époque, eh bien, il n'est pas surprenant de voir émerger ces dernières années des élites alternatives, ou des contre-élites plutôt alternatives, telles que la fameuse PayPal Mafia, donc, que vous connaissez peut-être, avec des figures bien connues comme Peter Thiel, Marc Andreessen ou Elon Musk. Donc j'avais déjà parlé par le passé effectivement de la PayPal Mafia, et notamment de Marc Andreessen.
Et toute cette génération, donc, qui finalement a fait sa fortune, on va dire, dans le monde de la tech, dans la Silicon Valley, c'est une génération que je qualifie d'élite néo-réactionnaire, d'élite post-libérale. J'y inclus aussi bien sûr Moldbug, également connu sous le nom de Curtis Yarvin, qui est aussi représentatif de cette génération de milliardaires de la Silicon Valley néo-réactionnaire, qui se révoltent en fait ouvertement contre les excès du wokisme, contre le laxisme judiciaire, contre l'immigration incontrôlée, contre la cancel culture, toutes sortes de phénomènes qu'ils perçoivent, à juste titre bien souvent, comme étant des facteurs de régression. C'est-à-dire comme étant des facteurs qui nuisent au dynamisme et à l'optimisme occidental, notamment au dynamisme créatif entrepreneurial occidental qui avait justement marqué les années 80, 90 et 2000, années pendant lesquelles justement tous ces gens-là, toute cette génération a émergé, a fait sa fortune. Et donc ils sont bien placés pour, en quelque sorte, réagir de façon assez énergique, on le voit notamment avec Elon Musk, qui est prêt à aller très loin à ce niveau-là, pour justement pour s'opposer, au moins en partie, à l'idéologie postmoderne. Cependant, je ne pense pas qu'il serait souhaitable de considérer comme des sauveurs ces personnages qui restent fondamentalement empoisonnés par le libéralisme et qui, au final, ont fait leur fortune en participant à la domination de l'idéologie postmoderne. On constate cependant qu'il n'existe pas, a priori, de contre-élite similaire en France et même d'ailleurs en Europe de façon plus générale, en tout cas pas encore. Et c'est une situation quand même assez tragique, assez douloureuse, puisque elle est très emblématique, si vous voulez, du recul, du déclin de l'Europe sur le plan de l'influence économique. Mais néanmoins, c'est pourquoi, à mon avis, il est tellement important, et vous savez que j'insiste beaucoup à ce sujet, c'est pourquoi il est absolument capital d'investir les places qui s'offrent aujourd'hui à nous dans le monde de l'innovation technologique, en particulier dans le monde de la finance numérique, de la banque en ligne, de la programmation, de la robotique, dans toutes sortes de domaines en fait qui vont constituer demain et qui constituent déjà l'ordre économique de demain. Ça, c'est une chose qu'il faut bien comprendre et c'est pourquoi il faut sortir, à mon avis, du néoludisme qui, bien trop souvent, effectivement, parasite les réflexions dans nos milieux. Et donc, dans ces temps de confusion généralisée, il est probable qu'on assiste tout d'abord à l'émergence de simples leaders populistes. C'est ce qu'on voit depuis quelques années avec des personnages comme, par exemple, Donald Trump. Chacun peut constater, bien sûr, et on l'a vu en 2020 notamment, les limites de ce genre d'homme politique. On le voit aussi, bien sûr, en Europe avec Madame Meloni en Italie. Donc on commence effectivement par des représentants, des leaders populistes, et puis finalement on verra émerger, à mon avis, des nouveaux Jules César, c'est-à-dire des personnages ambitieux, sincères dans leur action, mais très sensibles à l'hubris, à la gloriole et surtout à la mort violente. Donc le leader populiste ou le leader simplement césariste n'est pas vraiment l'option qui serait souhaitable. Ce qu'il faut vraiment pour relancer un projet français, un projet européen, c'est un nouvel Auguste, un nouveau Théodose, un nouveau Clovis ou un nouveau Charlemagne, c'est-à-dire un véritable restitutor orbis, et non pas un simple politicien ou un simple militaire qui serait incapable de se projeter au-delà des contingences institutionnelles en place ou au-delà de sa gloire individuelle. Et je trouve que nous avons eu quand même des exemples assez frappants de cette relative incapacité en France, notamment au XXe siècle, ou déjà à la fin du XIXe, avec MacMahon, d'une certaine manière également le maréchal Pétain, ou encore même le général de Gaulle. Chacun de ces hommes avait ses qualités, mais avait aussi de graves défauts, et notamment de graves défauts dans leur action politique, qui parfois d'ailleurs s'est plutôt caractérisée par une inaction plutôt qu'une action en tant que telle. Et donc, et ce sera ma conclusion, le retour de l'homme fort, le retour des hommes forts, eh bien, ce n'est pas en soi suffisant pour rétablir l'ordre et la justice, surtout de manière durable.
Nous n'avons pas besoin d'un nouveau Bonaparte, nous n'avons pas besoin d'un nouveau De Gaulle. Personnage dont l'œuvre est comme une étincelle, comme on le lit chez le prophète Ésaïe. Cet homme fort ne doit pas être un homme faible dans la foi, ni un homme dont l'orgueil conduit à la défaite, comme on le lit dans le 11e chapitre de l'Évangile selon Luc. Nous avons besoin d'hommes forts qui mettent leur confiance en Dieu avant toute chose, comme on le lit dans le livre des Proverbes, où on lit la chose suivante. L'homme sage, c'est un homme fort. L'homme savant, c'est un homme robuste et puissant, parce que c'est par la prudence qu'on entreprend la guerre, et le salut sera là où il y a beaucoup de conseils. Car en effet, l'émergence d'un homme fort, qui assumera la destinée nationale et européenne, n'est encore une fois pas nécessairement la garantie d'une œuvre de restauration durable. Les lois de l'histoire nous montrent une succession d'hommes forts, de grands leaders, de grands restaurateurs qui, après avoir régné quelques années, ont été incapables de mettre en place une succession qui puisse leur survivre. Par exemple, à peine 50 ans séparent le principat d'Octavien, donc d'Auguste, et l'année chaotique des 4 empereurs. Seulement 13 ans séparent la fin de la Pax Romana, avec la mort de Marc Aurèle en l'an 180, et la reprise de la guerre civile pendant la fameuse année des 5 empereurs, donc à l'époque de l'anarchie militaire, en l'an 193. Il y a beaucoup d'exemples comme ça dans l'histoire. Plus près de nous, encore une fois, Napoléon et Charles de Gaulle sont morts tous les deux sans successeur, et ils sont morts bannis de l'ordre politique que finalement ils avaient eux-mêmes restauré. Et nous autres chrétiens ne devrions pas prendre ce problème à la légère, puisque même dans notre tradition, même dans notre tradition historique, nous avons quand même quelques exemples de grands empereurs chrétiens dont l'œuvre, non pas se dissipa, mais dont l'œuvre, si vous voulez, se dilua un petit peu après leur mort. Par exemple, les grands fondateurs de l'Europe chrétienne, que furent les empereurs Théodose et Charlemagne, ne réussirent pas à garantir une succession capable de poursuivre efficacement leur œuvre politique, en tout cas pas dans l'immédiat. Pas dans l'immédiat, puisqu'il y a quand même une différence substantielle entre les hommes forts de l'histoire profane et les hommes forts de l'histoire chrétienne, et de l'histoire sainte en général, si on remonte jusqu'à l'Ancien Testament. Cette différence fondamentale se trouve dans la métaphysique qui guide l'action de ces deux catégories de personnages. Les hommes forts de l'histoire profane laissent souvent derrière eux un souvenir, parfois même un culte ou quelques lois par-ci par-là, mais leur œuvre politique, globalement, se dissipe et finit par disparaître dans le temps. Au contraire, les hommes forts de l'histoire chrétienne, les grands papes, les grands missionnaires, les grands rois, les grands empereurs comme Constantin, Théodose, Clovis, Charlemagne et Saint-Louis, même si leur règne temporel fut parfois bref, tous ces hommes ont toujours laissé un héritage durable, et qui dure encore jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi ? Précisément parce que ils étaient conscients que la métaphysique qui guidait leur œuvre politique dépassait de très loin leur propre personne. Ils n'agissaient pas finalement pour leur gloire personnelle ou pour des considérations à courte vue. Ils comprenaient et ils agissaient donc dans une perspective extrêmement longue qui dépassait leur propre vie. Et donc les hommes forts de demain qui, si Dieu le veut, nous ramèneront sur les voies de la civilisation chrétienne, eh bien, à mon avis, se distingueront, et devront absolument se distinguer, ce n'est pas vraiment un choix, devront se distinguer par leur capacité à prendre en compte les erreurs politiques, les hérésies, les injustices et les égoïsmes qui ont mené justement à la dislocation de la chrétienté européenne. Dislocation dont, d'ailleurs, je vous le rappelle, nous vivons aujourd'hui encore les effets. Finalement, la postmodernité, ce n'est que l'une des ultimes conséquences de cette dislocation de la chrétienté européenne. Et donc nous aussi, nous devons éviter les écueils du romantisme, les écueils de ce que j'appelle, ou de ce que certains auteurs intéressants, dont je reparlerai un jour, comme Mark Fisher, appellent la réaction ontologique, c'est-à-dire de rester bloqué dans une espèce de nostalgie malsaine qui nous empêche en réalité de faire face à la réalité. Auguste, Théodose et Charlemagne, chacun à leur manière, l'avaient bien compris,
Ils furent beaucoup plus que de simples restaurateurs, ils furent des bâtisseurs. Et aujourd'hui, justement, eh bien, c'est tout un empire, c'est toute une chrétienté que nous avons à bâtir à nouveau. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite d'obtenir les meilleures grâces pendant cette semaine sainte. Que Dieu vous garde.連邦の市民たちはこの若い兵器に富んだ新しい英雄を観光も